on the internet. You just need to post videos on Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Facebook, Snapchat, Tumblr, WhatsApp, and Twitter, explaining to people who you are and why they should buy from you on the internet. But for this to really work, you need to post reels on Instagram, dance videos on TikTok, shorts on YouTube, videos on LinkedIn, live streams on Facebook, and stories on Snapchat. Make sure to use trending songs and always include subtitles. Most people watch videos with no sound. Oh, and don't forget, you need to do it every single day. Now do it. Do it! But I don't know how to make videos. Hi, my name is Ofali. I'm a Montreal-based video producer and creative mind and the founder of 916 Stories, a video production company based in Montreal. We specialize in vertical video production as well as motion graphic animations. If you're the owner of a brand, whether it's your personal brand or a commercial brand, and you're ready to take your brand to the next level through videos, don't hesitate to contact us. Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rebonjour, actually, pour genre la troisième fois de la journée. N'est-ce pas? En fait, bonsoir même. Nous sommes à la 5e dernière et non des moindres conférence de l'éducation à l'accélération en passant par la transmission et si la réussite avait plusieurs visages. Aujourd'hui, avec nous, nous avons Radia Abdi, Danielle Jocelyne Otou et également Boshra Manaï qui va certainement nous rejoindre au courant de la conférence qui malheureusement ne peut pas être présente pour le début de la conférence pour des raisons personnelles. Donc, nous allons commencer avec les chères dames qui sont présentes ici, que je vais présenter. Donc, la première étant Danielle Jocelyne, qui a développé une passion pour l'impact social dès son plus jeune âge, suite à son baccalauréat spécialisé en relations humaines et développement organisationnel de l'Université Concordia. Dani Jo a mis à la disposition d'organisations de différentes tailles son expertise en engagement communautaire et en innovation stratégique. En 2020, elle a suivi l'appel à un travail de changement systémique plus profond en retournant à l'école pour se spécialiser en design d'innovation sociale à la prestigieuse Université de Pennsylvanie. Danielle Jocelyne dirige maintenant la stratégie d'inclusion, de diversité, d'antiracisme et d'impact social de New Room, où elle guide les équipes, les gestionnaires et les dirigeantes et dirigeants avec lesquels elle travaille à travers une optique équitable et centrée sur l'humain afin de concevoir des solutions innovantes aux enjeux sociaux urgents auxquels nous sommes collectivement confrontés aujourd'hui. Merci d'être parmi nous, Danielle, aujourd'hui. Merci. La deuxième personne que nous avons avec nous aujourd'hui, Radia Abdi, qui accumule plus de 10 années d'expérience en consultation TI et recrutement. Ex-consultante TI, elle s'est reconvertie pour être alignée avec ses forces en relationnel, vente et image de marque. Certifiée MBTI Myers-Briggs, j'espère que je le prononce bien, elle joue le rôle de coach carrière à temps partiel pour accompagner les femmes dans leur développement professionnel. Sa mission est d'aider les candidats à perfectionner leur profil, c'est-à-dire leur image professionnelle, afin de se positionner comme top 1%, on va y revenir, sur le marché. Elle partage du contenu sur les réseaux sociaux, principalement à travers son podcast Carrière Talk, LinkedIn et Instagram, dans le but d'aider le maximum de personnes à propulser leur carrière au niveau supérieur. Merci d'être parmi nous ce soir, Radia. Merci à toi pour l'invitation. Et bonsoir tout le monde.
Yes. Donc, sans plus tarder, on va commencer. La première question que j'ai, c'est pour toi, Daniel. Donc, tu es chef de file en création de communautés. Tu excelles dans la création d'espaces d'apprentissage et de ponts entre les différents écosystèmes d'entreprises principalement. La première question que j'ai pour toi, c'est d'où te vient cette passion pour la création de communautés? Bonne question. Et j'ai pris du temps à y réfléchir, en fait. And it dated back, je vais faire le franglais, hein, pour ceux qui me connaissent, vraiment franglais, plus d'anglais. It comes bilingual. It's a bilingual event. We understand both languages. Please do so. Great. So it dates back to, I was born in Senegal. Mes parents sont venus ici quand j'avais 3 ans. Et à l'époque, donc en 1993, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, encore moins de Camerounais à Montréal. Et donc, ma maison familiale est très rapidement devenu le socle communautaire de la communauté africaine qu'il y avait à Montréal. So most people who were in Montreal of African descent between 1993 and like 2005 sont passés par chez moi. On appelait ça, ma maison était sur une rue qui s'appelait Akers, donc on appelait ça le QG 2020. Les gens dormaient chez moi. They would spend Christmas with us. They would spend the holidays with us. My parents were really, 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 really good at opening their doors to people of all races and genders and backgrounds. And c'est vraiment dès cette jeune âge que j'ai compris, en fait, que en tant qu'Africain, la communauté ou bâtir une communauté is something that is natural to us et qui est vraiment traditionnel, en fait. Ça fait partie de nos cultures, ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de nos croyances. And so it was important for me as I developed my understanding of how to redesign and rebuild better worlds to make that be a part of my professional life. Et ça fait tellement de sens de voir que ça a commencé en fait quelque part même avant toi, puis que c'est la communauté qui t'entourait qui a impulsé cette envie de créer d'autres espaces et d'autres communautés. Ce qui m'emmène à ma deuxième question pour toi également. Donc, tu as choisi d'aller te spécialiser en design d'innovation sociale à l'Université de Pennsylvanie. Quels sont les challenges que tu as rencontrés après avoir fait le choix de retourner aux études pour accumuler plus de compétences qui font du sens pour le développement de ta carrière? Parce que ça, c'est un parcours qu'on voit souvent dans le cours d'une vie d'un individu en tant que tel, qui commence avec une carrière particulière, puis en cours de chemin, qui se dit, tu sais quoi, peut-être que les bancs de l'école, je devrais peut-être y retourner pour pouvoir prendre des compétences et mieux avancer et me diriger vers là où est-ce que j'aimerais aller. Donc, quels sont les challenges que tu as rencontrés dans ce processus-là et dans cette expérience-là? Les challenges. Je vais parler des challenges, après je vais aussi parler des avantages, parce qu'il y en a tout autant. Donc, challenge pour commencer, déjà le fait que, je suis mère, et donc la réalité de repartir et recommencer tout un parcours scolaire tout en étant mère. À l'époque, on était en 2020, donc début de la pandémie. J'avais une équipe de 7 personnes à gérer au travail. Obviously, the beginning of the Black Lives Matter movement, so les attentes au travail aussi, as someone in a leadership role, étaient énormes. So, je me suis retrouvée vraiment à porter plusieurs chapeaux, à porter plusieurs fardeaux ou plusieurs poids, en fait. And it was exhausting. Je pense aussi que repartir à l'école d'un âge adulte, on est plus habitué à apprendre, en fait, à s'asseoir and sit there and learn and have somebody, read to us and go back and take notes. Fait que reapprendre à apprendre vraiment de façon académique was also a challenge. And
And then my time management, naturellement, parce que je l'ai fait à temps partiel, donc je travaille encore, comme j'ai mentionné, and managing all of the different hats that I was wearing in terms of how I was spending my time était super difficile. Mais après, les avantages étaient tout aussi nombreux. So I was able to, déjà avec on va le dire, UPenn is an Ivy League school, et juste avec le nom de Ivy League, ça m'a ouvert énormément de portes et de contacts, mais aussi la qualité des conversations and the relationships that I was building was huge. I really, really reopened my network, et je me retrouvais dans des conversations that I've never had before, learning things that I was never introduced to before, that a lot of people in my sector today don't necessarily even know because they didn't take the time to, or can't take the time to go back to school, or have the privilege to go back to school. So, pour en nommer peu, vraiment. Ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis avec le fait que cette nouvelle expérience t'a permis d'agrandir ton réseau davantage aussi. C'est aussi clairement un bon moyen d'avoir accès à d'autres perspectives, d'autres manières de penser que de retourner sur les bancs de l'école au final. Thank you for that. Radia, pour toi, aider les femmes à se positionner comme top 1% sur le marché, c'est l'objectif que tu t'es fixé. Finalement, tes conseils de coach carrière ont permis d'aider plus d'une centaine de femmes dans leur développement professionnel. Premièrement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet objectif de 1%? Qu'est-ce qu'il représente concrètement? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de transmettre ton savoir et coacher d'autres femmes? Ok, donc en fait, pour commencer avec le top 1%, ça c'est une appellation que j'ai, vu que moi je suis recruteuse, ok, donc à la base c'est ça ce que je fais comme métier, je travaille dans le recrutement, donc j'ai vraiment cette proximité avec les candidats et les candidates, donc les femmes et les hommes. Et c'est le top 1%, c'est une appellation que j'ai donnée aux candidats et candidates qui arrivent à se démarquer sur le marché. Ok, donc on parle vraiment du 1%. Donc c'était ça un petit peu c'est ça le sens du top 1%. Donc le top 1%, c'est des personnes qui se démarquent parce qu'en fait ils arrivent, ils sont déjà alignés, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont un objectif qui est clair, ils se connaissent très bien. Par la suite aussi, ils ont cette capacité à se vendre. Ils ont une image professionnelle qui est soignée. Donc, c'est des personnes qui ont un certain personal brand, même si le personal brand dans le monde de l'employabilité, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. Mais moi, j'ai remarqué en tout cas quand je parle avec un candidat, s'il est top 1%, si c'est un top gun, j'arrive à voir déjà par sa façon de gérer son image, sa façon de se vendre. Déjà, en fait, une image professionnelle, déjà, c'est quoi, en fait? Une image professionnelle ou un personal brand pour un employé, c'est son CV et son LinkedIn, OK? Donc, c'est ça un petit peu ton personal brand en tant qu'employé. Donc, il faut vraiment savoir comment présenter ces aspects-là. Tu as ton CV. Un CV top 1%, c'est un CV qui est bien présenté, qui est sleek. Et en fait, un bon CV, c'est pas juste la présentation, mais c'est aussi le contenu. Donc, savoir vraiment écrire un contenu qui vend. Donc, tout est dans le copywriting. Donc, c'est du sales, en fait. Donc c'est ça, les candidats top 1%, c'est un petit peu ça. Donc, la question, c'était c'est quoi mon objectif avec le top 1%? Dans le sens où pourquoi c'est important pour toi de transmettre ton savoir et de coacher des femmes spécifiquement aussi? Pourquoi c'est important pour moi? Parce que, en fait, ça a commencé tout simplement parce que moi, en tant que recruteuse, pour pouvoir placer, ok, parce que je fais du placement, c'est comme ça que je gagne ma vie. Pour pouvoir placer les candidats, il faut qu'ils soient top 1% pour que je réussisse mon placement. Donc, ça a commencé tout bêtement comme ça. Ça a commencé par le besoin d'offrir un coaching de repackaging. Tu vois, genre faire un repackaging d'un candidat pour vraiment qu'il se présente super bien pour qu'il puisse gagner l'offre. Donc, c'est ça que ça a commencé comme ça. Maintenant, pourquoi après, je suis arrivée jusqu'à coacher les femmes, puis même, je suis beaucoup plus intéressée à coacher les nouveaux immigrants ou les personnes qui viennent de minorités, parce que c'est important pour moi, parce que moi, je suis algérienne, donc je suis comme africaine et algérienne, donc je viens de là. J'ai été immigrante moi aussi, donc je sais que pour les immigrants, ils ont de plus en plus d'enjeux à se polir, à travailler leur image professionnelle, puis à s'insérer et à s'intégrer sur le marché. Donc, au départ, comme j'ai dit, ça a commencé par le simple besoin de faire un repackaging des candidats, mais au final, je me suis retrouvée un petit peu à avoir cette volonté, ce
feu en moi pour vraiment aider les gens de ma communauté, les nouveaux immigrants, en fait, de toute communauté aussi, de toutes les communautés de minorités, parce qu'ils en ont besoin. On en a besoin, en fait. Ils ont besoin de se démarquer 10 fois plus qu'un candidat qui vient d'ici ou bien qui est né ici. Et surtout les femmes, en fait. Je vais parler des femmes parce que on va peut-être en parler sur les femmes après, mais c'est important pour moi parce que les femmes n'arrivent pas vraiment en plus du mal à se démarquer, en plus du mal à avoir confiance en elles, en plus du mal à parler d'elles-mêmes positivement. Donc, elles ont vraiment, moi j'ai remarqué en tout cas dans tous les entretiens que je passe, que les femmes, elles vont pas venir parler de leur réalisation avec des chiffres et elles vont venir « I got it, je suis ça, voilà ce que j'ai fait ». Il y a toujours cette humilité qui est mal placée. Et moi, j'ai envie qu'elle se vende, like, sell yourself. Genre, non, tu as fait ça, tu as réussi. Pourquoi tu te bloques? Pourquoi tu ne te vends pas? Pourquoi tu te mets pas en valeur? Pourquoi tu te mets pas en lumière? Donc, j'ai remarqué peut-être, c'est pas toutes les femmes, bien évidemment, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on a cette petite lacune-là à travailler. Donc, c'est ça, en gros. Super. Excuse-moi. J'allais dire que ça reflète aussi, je pense que le stat, c'est que les hommes vont appliquer s'ils ont 67% de compétences versus les femmes qui appliquent s'ils ont, je sais pas, 98% des compétences ou quoi que ce soit. Oui, en fait, il y a des stats comme ça. Je pense que j'avais une vidéo où j'avais mis les stats. Là, je les ai pas en tête, mais c'est sûr que les femmes, en fait, elles postulent pas si elles remplissent pas 100% des conditions de l'offre. Donc, si elles n'ont pas une seule compétence qui est listée dans l'offre, elles vont commencer à se questionner complètement sur leurs compétences, alors que les hommes, ils postulent. They go for it. Genre, ils s'en foutent. Ils sont là, non, j'ai 70%, 60% des trucs. Allez, go. Mais oui, c'est ça. Et effectivement, tu m'as un peu emboîté le pas sur la deuxième question que j'avais pour toi, qui était quelles sont les lacunes, entre guillemets, principales que tu identifies donc, chez les femmes que tu coaches. Puis là, tu les as quand même très bien nommées. Donc, le fait qu'elles vont pas forcément venir en reconnaissant tout leur beau bagage qu'elles ont et avec une humilité mal placée, admettons. Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est je suppose qu'elles viennent aussi avec des trésors qu'elles n'arrivent pas forcément à identifier. Quels seraient ces trésors-là si tu as vu une certaine tendance, en fait? Des trésors, c'est-à-dire des compétences ou bien Exactement. Qu'elles ne voyaient pas forcément comme étant des compétences, mais que toi, en tant que coach, tu as réussi justement à mettre soit en lumière ou à leur dire finalement, ce que toi, tu pensais comme étant quelque chose qu'il fallait ne pas mentionner, c'est quelque chose qui est hyper vendeur, par exemple. J'ai plein d'exemples parce qu'en fait, ça dépend des backgrounds, ça dépend de qu'est-ce qu'elles font, etc. On a toujours ce genre de choses. À chaque fois que je parle à une femme, elles ont peut-être des soft skills ou des qualités qu'elles oublient de mettre ou bien de mettre sur leur CV ou bien sur leur LinkedIn ou bien d'en parler. Il y a plein de monde qui ont, par exemple, je ne sais pas, la qualité de la prise d'initiative, mais elles n'en parlent pas. Elles vont postuler pour un job de leadership, mais elles ne mettent pas en avant cette qualité de responsabilité et de prise d'initiative, par exemple. Après ça, c'est du cas par cas. Je peux te raconter plein d'exemples, mais vraiment, c'est du sur-mesure. Puis chaque personne ne voit pas en elle-même parce qu'en fait, on est comme une boîte fermée ou bien comme une bouteille. Et puis, toi, il y a comme une étiquette qui est collée sur la bouteille, ok? La personne qui est à l'intérieur de la bouteille ne voit pas ce qui est écrit sur l'étiquette, ok? Ce qui est écrit sur l'étiquette, elle ne le voit pas. Mais moi, quand je parle avec une personne pendant 1 heure, je vois son CV et je fais un petit peu l'inventaire de qu'est-ce qu'elle est. J'arrive à voir directement, ça me saute à mes yeux. J'arrive à voir c'est quoi ses qualités, c'est-à-dire qu'est-ce qui démarque cette personne des autres, c'est quoi son value add, sa valeur ajoutée. Mais la personne elle-même qui est dans la bouteille, elle le voit pas parce qu'en fait, elle est en prise par par elle-même, par ses expériences, etc. Donc, elle s'oublie. Mais moi, c'est ça mon objectif, en fait. Quand je fais les séances de coaching, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui démarque cette personne pour qu'on puisse aller le montrer, le mettre en lumière lors des entretiens, sur le CV, puis comment parler de ça pour que ça soit beaucoup, pour le ressortir déjà, ok, pour sortir du lot et pour se démarquer. Donc, c'est ça. Génial. On est sur la thématique des lacunes, des choses à améliorer. Et dans cette thématique-là, un élément qui est revenu dans peut-être quelques-unes des conférences qu'on a eues depuis ce matin, c'est le syndrome de l'imposteur, en fait.
Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est, pour vraiment le vulgariser, c'est avoir l'impression de ne pas avoir les compétences pour réaliser quelque chose. Alors ces compétences-là, en fait, on les a. C'est juste vraiment notre cerveau, des fois, qui nous joue de très mauvais tours et qui nous fait douter de nous. Donc la question que j'ai pour vous aujourd'hui par rapport à vos parcours respectifs, par rapport au fait que justement, toi aujourd'hui, Radia, tu viens coacher des femmes. Toi, Daniel, on a déjà présenté ton parcours qui est tout aussi inspirant. Est-ce que vous avez déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Si oui, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez réussi à passer outre? Je pense que déjà, ce qui m'a beaucoup aidé récemment à passer à travers cette conversation, c'est de reframe, en fait, le syndrome de l'imposteur as... J'avais vu un tweet one day and it said like, is it imposter syndrome or is it, white supremacy? Est-ce que c'est le fait que on ne se pense pas assez bon ou est-ce que c'est le fait qu'on soit habitué à être dans des espaces qui ne nous reflètent pas? Qui ne nous valorisent pas. Et donc, en conséquence, on ne pense pas pouvoir y arriver, on ne pense pas qu'on a de la valeur à ajouter. And so from that lens, I think it really helps because if I'm viewing it I stop viewing it from a lens of I'm the problem and I have something wrong. And I reframe it to the system has a barrier that is preventing my skills and my lived experiences to add value to a table, ça apaise un petit peu la discussion. So for me, that's my rethink that, okay, it's not me, it's not my feelings of lack of worth, it's the systems that are in place that don't value people like me and my experience. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Honnêtement, waouh! Tu viens de changer ma perspective sur le truc. Je suis comme moi, j'ai des étoiles. I think it's important when we have these conversations, the descriptors that we use that place the onus on people of color or equity deserving people to be the one to lift themselves up when really sometimes, the system also needs to be better. So c'est la première chose. Après, comment est-ce que je fais face à ça? Je parlais de ça l'autre jour à la conférence dont j'ai participé la semaine dernière, Blaxpo, où je disais que je me rappelle avoir atteint une conférence il y a 8 ans et il y avait une médecin noire. Et dans la conférence, elle disait en fait que, on parle beaucoup the white privilege, but we don't often talk about the Black advantage. And the fact that as a Black woman entering, je parle pour elle particulièrement, or as a woman of color entering the medical space, she comes in with so much more knowledge and so much more context than someone who is not a person of color would know. And je trouve que c'est tout autant vrai pour moi dans mon expertise et dans mon expérience à moi parce que autant I have, the imposter syndrome, autant I also have this really, really deep knowledge that, en fait, le fait d'être une femme noire toute ma vie, and le fait de naviguer ces systèmes et le fait de, having overcome certain things make me so much more qualified for a position than a lot of different people. So that's my reframe, and that helps me when those thoughts creep up. I love that. Wow. Et je vois aussi que les gens sont en train de mettre dans les commentaires preach. Clairement. Et toi, Radia, comment est-ce que tu gères ce syndrome de l'imposteur? Moi, le syndrome de l'imposteur, j'ai fait un épisode de mon podcast de ça avec un homme parce que j'en avais marre que c'est juste les femmes qui ont ce syndrome-là. Parce qu'habituellement, c'est que les femmes qui ont le syndrome de l'imposteur et on en a marre de voir que des femmes parler de ça. C'était comme, j'avais un homme et en plus, c'est un informaticien. Je lui ai dit, tu viens à mon podcast et on va parler de ton syndrome d'imposteur. Parle-nous de ça. Alors, moi, personnellement, c'est quelque chose que je bloque systématiquement. À chaque fois que j'ai une pensée parce qu'en fait, c'est quoi le syndrome de l'imposteur pour moi? C'est que, par exemple, tu as un titre, tu as un poste, tu as un certain titre, par exemple, ou bien tu as une casquette d'expert dans quelque chose. Après, tu viens, tu crois pas en toi. C'est comme,
Peut-être que c'est une imposture d'avoir ce poste. Je ne mérite pas ce poste et je suis pas assez capable. Peut-être que j'ai pas assez de compétences, donc réellement, je mérite pas ce poste parce que j'ai pas assez de compétences et j'ai pas assez d'expertise. C'est comme ça que je vois le syndrome de l'imposteur. Et donc, tu te sens comme une imposture. Mais moi, c'est ce syndrome de l'imposteur, comment je le vois, je pense que c'est quelque chose qui te bloque pour aller apprendre de nouvelles choses. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va te laisser dans ta zone de confort. Parce que si tu vas croire dans ce narratif de j'ai pas assez de compétences, tu dis non, mais c'est un fait. Non, these are facts. J'ai pas assez de compétences et j'ai ce titre. J'ai pas assez de voilà, je ne suis pas à ma place. Donc c'est un fact, it's a fact. Par exemple, les personnes qui sont directeurs ou directrices, ils sont là, oh my god, peut-être que j'ai pas vraiment le niveau pour pouvoir, ou bien les épaules assez larges pour pouvoir tenir ce poste ou ce titre. Moi, je pense que ça les bloque pour aller chercher une expérience et pour grandir. Parce que si tu as toutes les compétences, admettons, tu as toutes les compétences, toute la liste des compétences qui sont check, check, check. Tu as toutes les qualités, check, check, check. Tu mérites ce titre et tu sens que tu le mérites. Là, tu es comme, oh, c'est vraiment facile. Ça, c'est dans mes cordes. Si c'est trop facile, comment tu vas grandir? Comment tu vas évoluer? Donc, le syndrome de l'imposteur, au final, c'est quelque chose qui te bloque et qui te garde dans ta zone de confort pour ne pas grandir et pour ne pas apprendre. Donc, moi, comment je fais à chaque fois que j'ai peut-être... C'est pas quelque chose... le syndrome de l'imposteur, j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec ça parce que je pense systématiquement dans ma tête, j'ai compris que je vois les expériences que j'ai comme bien le titre que j'ai, bien le poste que j'ai, etc. Comme tous les projets que je fais, c'est des projets d'apprentissage. Donc, si tu changes, tu fais le déclic dans ton mindset que tout projet que tu vas prendre, c'est pour apprendre et pour grandir. Même si tu remplis pas toutes les compétences et tu n'as pas toutes les expertises et tu n'as pas tout le bagage pour le faire, tu te sens que c'est pas vraiment dans ta zone. C'est le moment, c'est le projet à prendre pour que tu puisses évoluer. Sinon, tu vas rester tourné dans dans ce qui est connu, dans ta zone de confort et tu vas jamais apprendre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je sais pas si les personnes sont d'accord avec moi ou pas, s'il y a des femmes qui sont d'accord avec moi ici ou pas. J'ai aussi eu des yes, love that, qui ont apparu pendant que tu parlais, so I agree. C'est ça, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, et j'ai toujours eu ce déclic de mindset. Donc, mais après, je pense que les gens, honnêtement, moi, quand j'ai fait mon podcast avec la personne sur le syndrome de l'imposteur, j'ai remarqué que c'est les gens qui ont peut-être des gros titres, qui ont eu des succès fulgurants, OK? Et ça s'est passé tellement rapidement qu'après, ils n'ont pas eu le temps de peut-être développer certaines compétences, etc. Donc, ils se sentent comme une imposture. Ils se sentent que, c'est pas réellement, c'est pas ma place, tu vois. Moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus dans ce sens-là. Ou bien, par exemple, les consultantes, par exemple. Je travaille beaucoup avec des femmes consultantes, par exemple, qui travaillent chez PwC ou Price ou quelque chose comme ça. Et en fait, elles doivent être et se montrer expertes avec chaque client. Par exemple, chaque client, tu dois aller là-bas, tu dois te montrer comme experte, même si tu ne maîtrises pas tout le métier. Mais tu es consultante dans plein de choses. Donc, tu ne maîtrises pas tout, tu vas là-bas. Après, tu as ce sentiment d'imposture parce que comme tu n'arrives pas à gérer. C'est les deux cas où je vois le plus le syndrome de l'imposteur. Mais franchement, j'invite toutes les personnes à le voir comme... avoir le mindset d'apprentissage. C'est-à-dire ça va permettre d'aller d'évoluer et de grandir. J'adore vos deux réponses qui sont extrêmement complémentaires. Donc, à savoir de comprendre que on n'est pas seul, qu'on vit également dans un système qui prédétermine plein de choses dans notre expérience, et aussi de voir finalement toutes les nouvelles opportunités, les nouveaux objectifs qu'on se fixe comme étant des zones d'apprentissage. Donc, pour venir un peu dédramatiser le this is my only chance, this is my only goal, et se mettre toutes les pressions qu'on se met continuellement sur nos épaules. L'autre question que j'avais pour vous, c'est par rapport à un autre thème, encore une fois, qui a un peu traversé les précédentes conversations qu'on a eues. C'est tout ce qui a trait au code switching. Donc, je vais le réexpliquer rapidement pour les personnes qui n'étaient pas présentes aux précédentes conférences. Le code switching, c'est finalement la manière dont un individu va switcher, encore une fois, de code d'un environnement à un autre. Je vais prendre pour exemple une personne, admettons, haïtienne, qui va parler avec sa famille, ses proches, un français, mais
teinté de créole et qui finalement, sur le marché du travail, va parler un français totalement soutenu, etc. Donc, de pouvoir passer d'un environnement à un autre en ayant en fait différents outils en main qui nous permettent justement de pouvoir naviguer tous ces environnements-là. Donc, la question que moi j'ai pour vous, c'est comment, si c'est le cas, le code switching a eu un impact sur votre carrière? I can start first. Déjà, je pense que with myself, I'll speak for myself, but I also know that, many Black women have had this experience. My relationship to my hair is ever evolving and ever complicated. The way I wear my hair, depending on the context, depending on the space, depending on who I'm with, depending on my levels of leadership, is the first thing that comes to mind. On a longtemps été dit et rappelé que our hair could be used as tools of political oppression for us. And so for Black women, it's a little bit complicated. And we are ever so mindful about, OK, est-ce que je peux porter mon afro dans une entrevue? Est-ce que je peux porter des tresses dans une entrevue? Can I wear locks in an interview? Do I have to straighten my hair? And I would love to say that I am fully healed from this now that I have my own business, but because I also deal with higher levels of executive now, c'est encore là, c'est toujours là. So I'll say first and foremost, my hair. Après, je pense que j'avais aussi répondu à cette question la semaine dernière, and what came to me was le fait que je fais du travail en équité, en diversité et inclusion. Il y a tellement de moments where I just want to be like, you're the problem. And systems are the problem, and patriarchy and capitalism and dominant systems are responsible for every single major catastrophe that we are witnessing in the world today. Mais I have to be palatable. I have to use words that people don't feel attacked. I have to be mindful about how I deliver a message. It's very tricky to be in the EDI space because you have to, c'est ironique vraiment parce que I have to code switch in order for my message to be delivered in a way that people are open to receive it. And at the same time, I'm trying to actively dismantle systems of oppression. So I hold these two tensions very closely in my work, and it's tricky. Can imagine that. Vraiment. Thank you for that, Radia. Et toi? Code switching, pour moi, en tant qu'Algérienne, d'origine algérienne, en Algérie, en fait, c'est sûr, on a notre propre... déjà, il y a l'accent français, donc qui est différent de l'accent français qui est ici. Il y a aussi la façon que j'ai, c'est-à-dire ma façon d'être avec my people, avec ma famille, dans ma petite maison, etc. On parle moitié algérien, moitié français, ou bien, bon, de temps en temps, c'est français straight, mais c'est sûr que je peux pas prendre cette même façon d'être et la répliquer ailleurs. Donc, c'est impossible pour un immigrant d'être 100% authentique, d'être 100% authentique, comme tu es à la maison, comme tu sors pour aller travailler, parce que déjà, le langage, c'est pas la même chose. Voilà, je vais pas aller au travail parler moitié algérien avec les trucs. Non. Donc, moi, pour moi, le code switching, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus, voilà, comme tu as dit, l'exemple entre le créole et aller au travail, parler un français correct, c'est beaucoup plus dans ça que je le ressens. C'est juste parler un français qui est correct dans le milieu de travail ou bien en dehors de la maison. Mais sinon, j'essaie de penser à d'autres exemples parce que c'est la première fois que j'entends parler de ce concept de code switching. Et merci, Jamila, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Je sais c'est quoi le code switching, j'ai aucune idée de quoi. Mais c'est ça, mais c'est franchement pour moi c'est ça. Mais après je m'adapte. Je pense que pour moi c'est assez facile de m'adapter. J'ai pas un autre exemple honnêtement qui me vient à tête. Ouais, c'est juste par rapport au langage. Fair enough. Mais après, tu me dis, toi, qui comprends très bien c'est quoi le code switching. Est-ce que ce que je dis, ça a du sens? Est-ce que ça fait tout à fait du sens. C'est ça. Dans le sens, moi, je me demandais comment ça avait eu justement un impact sur ta carrière et ce que
je reçois de ce que tu partages, c'est que justement, il y a une transition qui se fait. Il y a une transition de la Radja qui est en famille, de la Radja qui est sur le marché du travail. La manière dont tu vas parler ne sera pas la même. Comme tu l'as très bien dit, tu ne vas pas parler, entre guillemets, le français algérien sur ton milieu dans ton milieu de travail comme tu le ferais dans ton foyer. Ok. L'impact que ça, il n'y a aucun impact sur ma carrière ou sur moi en tant que personne. C'est juste que pour n'importe quel immigrant, c'est une réalité. N'importe quel immigrant, tu peux pas te comporter de la même façon que comme tu es à la maison, avec tes petits langages, tes petites expressions que tu utilises juste dans le contexte de ta culture ailleurs. Je pense que ça, c'est pour tous les immigrants. Le code switching, ça doit être inné, en fait. Ça doit être comme une fonctionnalité qui est intégrée quand tu changes de pays. C'est une fonctionnalité intégrée, mais ça n'a pas vraiment un impact sur ma carrière, honnêtement. Je ne vois pas de carrière. Je ne vois pas que ça m'impacte moi personnellement ou sur le travail. Moi, je le sens pas. Donc, ça devient tellement automatique. C'est un automatisme. C'est tellement intégré au final. Fair enough. Ouais. Yeah. Ça, c'est un petit message pour les participantes. On va bientôt passer à la période des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas, en fait, à commencer à réfléchir aux questions que vous aimeriez poser, du moins, à nos panélistes. Donc, vraiment, allez-y, Q&A, commentaires généraux, etc. On est là pour ça. La prochaine question que j'ai pour vous, mesdames, c'est quelle est votre définition du mot succès? Parce que concrètement, le titre de cette conférence, c'est qu'on vient parler de succès en tant que tel. On vient dire qu'il a plusieurs visages. Pour ma part, je sais que la définition que j'avais du succès il y a 5 ans de cela, voire même la semaine dernière, peut-être ma vie a changé, if I'm being honest. En vrai, ça fluctue tellement, ça fluctue en fonction de la personne que je deviens, ça fluctue en fonction des challenges que la vie met sur mon chemin, ça fluctue en fonction de tellement de choses. Mais pour les personnes que vous êtes aujourd'hui, quelle est la définition du succès pour vous? Radia, tu veux y aller? Oui, ok, je vais y aller. La définition du succès pour moi, je pense, c'est d'avoir un mindset de progression. Ça veut dire quoi, un mindset de progression? Ce qu'on appelle le growth mindset. Growth mindset, c'est quand tu es en recherche constante d'évolution et de progression. Moi, je crois en progression. Je suis quelqu'un, c'est-à-dire que je vais parler de ça pendant toute la conférence. Le fait de ne pas arrêter d'évoluer, pour moi, c'est un succès. Si tu n'arrêtes pas d'évoluer, si tu ne stagnes pas, si tu n'arrêtes pas d'apprendre, c'est ça le succès. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui vont dire « Ah non, mais ok, ça c'est classique », mais comme je trouve pas que c'est classique parce que je rencontre plein de monde que je connais depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé depuis 10 ans. Ils ont là encore la même mentalité, la même perspective, la même façon de voir les choses. Peut-être ils ont fait évoluer quelques compétences professionnelles, mais sans plus, en fait. Mais le mindset, quand on a un growth mindset, c'est quoi? D'être tout le temps en évolution. C'est vraiment d'être en évolution au niveau de ton corps, esprit et âme. Body, mind and soul. OK? Donc, si c'est les 3 axes qu'on a toujours besoin de faire évoluer. Si je donne des exemples, par exemple, pour le corps, pour ton corps, tu dois toujours essayer at least de faire une activité physique. Bien, ton objectif, c'est vraiment d'évoluer vers une meilleure santé. OK? D'avoir une meilleure énergie, un meilleur niveau d'énergie. Donc, qu'est-ce que tu fais dans cet axe-là? Est-ce que tu es en progression pour ton corps et ta santé physique et ta vitalité, ou bien tu es en stagnation? Ah, tu t'en fous complètement, c'est un axe que tu as mis de côté. Pour moi, du moment où tu es en quête et en recherche c'est-à-dire de faire progresser ça avec des petites actions, même une petite activité, une petite action qui fait progresser ton corps vers une meilleure santé, vers une meilleure énergie, c'est déjà une réussite. Si on passe à l'axe de esprit, qui est le mind, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton mind, pour pouvoir évoluer? Est-ce que ton mindset, ton esprit, il a changé depuis 5 ans, depuis 1 année, depuis 6 mois? Est-ce que tu vois les choses différemment? Est-ce que tu consommes un contenu ou bien des livres, tu lis des livres, tu lis je ne sais pas moi, en fait, des articles, etc., qui vont faire évoluer et faire progresser ton esprit. Donc, ça, c'est une réussite. Si tu fais ça et que tu es en train de progresser, this is success. Pour l'âme, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton âme? Est-ce que tu nourris les relations que tu as avec d'autres personnes? Est-ce que je sais pas, tu fais des pratiques peut-être spirituelles? Chaque personne a son truc qui font nourrir ton âme. Est-ce que
Est-ce que tu fais des choses que tu aimes, que tu es en train de les nourrir pour nourrir cette âme-là, your soul. Donc, c'est les 3 axes pour moi où il faut toujours être en progression. Si tu es en progression dans les 3 axes, avec des toutes petites actions, pour moi, tu es quelqu'un de réussi. Et j'ai envie, moi, personnellement, à mon niveau personnel, j'ai envie de m'entourer par des personnes qui ont ce mindset, tout le temps progression sur les 3 axes, tout le temps faire des choses qui vont faire évoluer ta personnalité, ta façon de voir les choses, ta mentalité. On change toujours, on est en changement constant. Mais pour moi aussi, la réussite, c'est pas d'avoir juste un gros titre ou X amount d'argent. Pour certaines personnes, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça. C'est pas vraiment avoir un certain titre ou un certain nom. C'est sûr que ça, c'est une partie de la réussite, en fait. Mais il faut pas se focaliser que sur ça. Parce que si tu te focalises que sur ça, tu vas oublier tout ce que je viens de dire, en fait. Toute cette évolution-là, tu vas l'oublier. Donc, anyway, c'est ça. J'avais une question, en fait, pour toi, Hadia, par rapport au... Tu as mentionné, soit tu es en progression constante, ou soit tu es en stagnation. Donc ça, c'est 2 spectrums complètement opposés, on s'entend. Est-ce qu'il y a un milieu... Genuine question, is there a center point where you're not constantly striving to be better and do better, and you're not stagnating, but you're just coasting? Oui, je pense que oui. C'est sûr que c'est pas en fait, c'est pas une course de chaque jour. Mais du moment, là, je parle par exemple en général dans la vie, c'est juste d'avoir ce mindset. Parce qu'en fait, c'est pas une question de ce que tu es en train de le faire ou pas. Parce qu'on peut pas, les exemples que j'ai donnés, c'est sûr que c'est un peu overwhelming parce qu'on peut pas être body, mind and soul, like go dans tout. Mais comme, je pense que juste avoir le mindset de progression, parce qu'il y a des gens qui ont un growth mindset, il y a des personnes qui ont un fixed mindset. Donc, ça, c'est juste un changement de mindset. Je dis pas qu'il faut tout le temps être dans le go. Si tu es dans un truc constant et que tu es en train de faire, parce qu'en fait, on a besoin aussi de constance et de balance pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est-à-dire, on a besoin du temps pour se focaliser juste sur quelque chose. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais comme, en général, moi, je pense que il faut avoir un growth mindset beaucoup plus. Mais je dis pas qu'il faut tout le temps courir après les choses. Alors. De mon côté, je pense que où j'en suis aujourd'hui, qui ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine ou demain, où j'en suis aujourd'hui, c'est le fait de vivre en intégrité avec mes valeurs. So am I who I say I am? Am I living in alignment with what I believe? Am I speaking up for the things that I believe in? Am I caring and investing in my community? Am I taking time for myself? So everything that I say I believe in, am I actually living those things out loud every day? Et comme Radia a mentionné, je pense que les titres professionnels et l'argent, I would love to say it doesn't matter, but we live in a capitalist society and I think to a certain extent, obviously, seeking that external validation in terms of our accomplishments is important, mais c'est vraiment, pour moi, personnellement, c'est vraiment la dernière des choses. Well, thank you for that. On vient de recevoir une question posée par Anonyme. On n'a pas le nom de la personne. Donc, what are different recommendations you both have for communities to join here in Montreal to grow one's network? I have so many. Please share them. En fait, ça dépend de what kind of network you're seeking. I think if you're seeking quoique, il n'y a même pas, there's no such thing, en fait, parce que tous les réseaux, toutes les communautés, pour moi, m'ont apporté quelque chose de différent. Mais if you're seeking to be outdoors more, Hike MTL is an amazing community that brings out people of color into nature. If you're seeking to do more health and wellness activities, and in general, just like culture-related initiatives, Never Was Average is amazing.
If you're seeking for, professional communities and networks, there's the Black Wealth Club, there's le REPAF, there's la Jeune Chambre de Commerce et toutes les autres jeunes chambres. If you're seeking for, fitness and physical activities, I join a run club called Uptempo. J'en ai tellement. So, tu vas les partager avec moi, Danielle, s'il te plaît, après. Honnêtement, pour moi, tout le monde est toujours comme, how are you part of so many things? et ça a changé ma vie. Je ne vous mens pas, ça a changé ma vie parce que ça m'a ouvert mes cercles de connaissances. C'est tellement facile à Montréal. Montréal est un village, vraiment un village. Ouais. C'est tellement facile de se retrouver dans des communautés fermées ou des communautés qui... Tout le monde se connaît, en fait. So, I had to force myself vraiment à trouver d'autres communautés qui partagent mes intérêts autres que fighting for systemic justice, parce que I am a whole person with other loves and interests, et ça a changé ma vie. OK, cool. Ben pour moi, j'ai pas vraiment... Moi, je faisais partie de la Jeune Chambre du commerce de Montréal. Je pense que c'est un bon hub pour faire du réseautage. D'ailleurs, j'ai eu vraiment des leads. J'ai eu un de mes gros clients en recrutement à partir de la chambre enfin, dans un 5 à 7. Tu sais, genre, tu plantes, c'est comme you plant a seed. C'est-à-dire, tu vas voir beaucoup de personnes, tu vas te pitcher. Non, tu vas juste parler de toi d'une façon authentique. C'est qu'est-ce que tu fais sans trop calculer. Moi, je calcule jamais dans les événements de réseautage. Il y a des gens, si je trouve des gens qui sont intéressés à écouter mon histoire et à écouter qui je suis, je leur pitch qui je suis, tout simplement. Mais sinon, je vais pas courir après des gens pour faire beaucoup d'introductions parce que je trouve que c'est fatigant. Moi, personnellement, ça me draine beaucoup de mon énergie. Donc ça, c'est le tip 1 pour moi, c'est de ne pas être dans un événement de réseautage puis se mettre la pression pour rencontrer tout le monde et donner sa carte ou bien son LinkedIn à tout le monde et que, tu sais, genre juste aller un petit peu with the flow. Genre, go with the flow, je suis là-bas pour rencontrer des personnes. Puis c'est ça, donc j'ai rencontré, par exemple, c'est ça, on était dans un 5 à 7, ambiance complètement décontractée. Je parle avec des personnes, je dis qu'est-ce que je fais, je laisse mon LinkedIn, parce que là, il n'y a plus de carte d'affaires. je laisse mon LinkedIn après 3 mois ou bien plus, enfin, je pense 6 mois. La personne me revient, on a besoin du recrutement, taf, etc. On signe un contrat, that's it. Donc, je pense qu'il faut aller. J'ai pas vraiment beaucoup d'exemples d'organisations. Il y a la Jeune Chambre du commerce de Montréal. Après, toutes les organisations ou bien toutes les network events que je côtoie, c'est des événements qui sont pour les informaticiens. Donc, Montreal Circle, Cito Montreal, enfin, tous ces trucs, c'est vraiment assez technique. Parce qu'en fait, je pense que, c'est-à-dire, il faut choisir son camp. J'aime que Daniel a parlé, c'est-à-dire de diversifier les types d'événements où tu participes. Ça, c'est un très bon point. Je pense que je vais commencer à avoir plus de ça. Parce qu'en fait, j'étais tellement nichée, tellement spécialisée que je me suis un peu enfermée dans l'informatique parce que je suis dans le tech recruitment. Alors, je me suis un peu enfermée parce qu'il y a aussi, par exemple, quand tu fais du business development, les personnes qui font du business development ou les personnes qui cherchent un travail dans un domaine X, ils vont aller juste dans les événements. Si vous êtes en informatique, vous allez juste dans les événements informatiques. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est bien, c'est une bonne stratégie d'aller nicher et cibler votre réseautage pour ne pas perdre du temps à parler avec monsieur, madame, tout le monde. Mais vous, votre objectif, c'est de connaître des gens dans votre niche et dans votre domaine. Si vous vendez un service, like whatever. Mais je pense qu'il faut faire un équilibre. Comme chaque semaine, vous allez à un événement qui est niché, mais vous faites 2 fois par mois des événements qui sont open mind. Comme ça, vous allez vous ouvrir à plus de monde, plus de diversité, plus de personnes diversifiées. Donc, vraiment prendre en considération au final que le réseau, c'est bien, mais un réseau diversifié, c'est mieux, au final. I think also, genre, la définition du réseautage, en fait, parce que moi, comme tu as dit, Nadia, réseauter, aller donner mes cartes d'affaires, I can't do that. But I could have great conversations and meet people in different fields. J'ai dû restructurer comment je réseaute, sinon, j'allais pas sortir de chez moi. On a une autre question de Priscilla cette fois. Quelles sont certaines ressources que vous pouvez partager afin de keep yourself accountable et rester sur la route du succès? Donc, le succès au sens que vous avez vous-même défini au final plutôt. Oui, je suis en train de réfléchir. Ça prend de la réflexion. Pour keep myself accountable.
Tu as des astuces, des choses que tu fais je vais dire tous les jours, mais on va s'enlever cette pression, toutes les semaines, admettons, ou tous les mois pour justement t'assurer que tu continues à rester, pour reprendre les mots que tu avais utilisés, pour que tu continues à rester dans ce constant growth mindset. Ouais, en fait, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé, par exemple, d'avoir un accountability partner, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui tu vas partager tes objectifs, bien tu vas aller au gym avec, ou bien tu vas lui dire que je vais faire ça, il faut que tu me rappelles si je fais pas ça. Nan, nan. Personnellement, ça c'est un tip que beaucoup de coachs donnent. Moi, ça n'a pas vraiment fonctionné sur moi, donc j'ai pas envie de j'ai pas envie de partager ce conseil. Mais bon, là c'est partagé, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Moi, en tout cas, je pense que si tu as envie de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de la motivation pour la faire ou bien de quelqu'un c'est-à-dire qui va te remotiver pour continuer à le faire. C'est-à-dire, tu dois vraiment l'inclure dans tes habitudes. Il n'y a pas de motivation pour aller créer une habitude ou bien, parce qu'en fait, on crée une habitude pour atteindre un certain objectif. Parce que si tu ne crées pas une habitude, soit de travail ou bien je ne sais pas, de n'importe quoi, si tu travailles dans un projet, il faut que tu sois habitué, que tu vas te lever chaque matin et tu vas faire du travail pour pouvoir le livrer à la fin. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans la création d'habitudes pour moi. C'est vraiment de shut down mon système et de ne pas penser que j'ai besoin de la motivation pour pouvoir accomplir, c'est-à-dire pour pouvoir rester sur la route du succès pour ce projet. J'ai besoin de motivation parce qu'en fait, c'est quoi keep yourself accountable? C'est-à-dire que tu vas pas lâcher. Tu vas pas lâcher au milieu. Tu vas pas lâcher la patate, comme on dit. Moi, je pense quand on se force à créer une discipline et juste à shut down ton cerveau, tu vas juste le faire. Just do it. On arrête le tout. Pas besoin de accountability partner, pas besoin de quelqu'un qui va en pousser ou de qui que ce soit. Juste besoin de créer une habitude et de stick to the plan et stick to the discipline. Moi, en tout cas, je pense comme ça. C'est ce qui a donné des résultats avec moi jusqu'à date. Mais je ne vois pas d'autres conseils. Well, thank you for sharing that. Et toi, Daniel? Je pense que pour moi, keeping myself accountable came through really, really knowing myself first. I'll speak for me. I spent a lot of time really, really, really figuring out what works for me personally, Danny Jo. I know that I'm someone who thrives in community, and therefore, if I'm in community, if I work in community, I'm more likely to attain certain things. I'm also someone who I need structure when it comes to my physical workouts. So I need to know that I'm working towards a marathon or that I need a coach. I have private training because I'm not someone who's very well disciplined by herself. And I know that about myself. I know that, on Monday mornings, I'm not going to get work done if I stay home. So I need to go to a coffee shop and So I think figuring out and being intentional about cultivating a relationship to ourselves and really, really honing down on what works for me is critical. To Bradia's point, accountability partners, accountability systems, putting things in my calendar, everything that anybody else has told me to do worked for them has never worked for me. So I'm sorry if that's a disappointing answer. Oh, no. Mais en même temps, je pense que ça nous encourage et ça remet on est sur nous-mêmes, en fait, d'apprendre à nous connaître ce qui marche pour nous et non pour les autres nécessairement. Ça remet au centre l'individu au final. C'est comme ce que Radia disait tout à l'heure, le fait d'avoir un accountability partner, pour elle, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné pour une autre personne. Fait se recentraliser et être honnête envers soi-même aussi, l'honnêteté des fois, pour trouver les solutions, ça exact. Et tu sais que tu n'es pas discipliné, il faut admettre que tu n'es pas... Moi, je ne suis pas disciplinée en ce qui concerne my workout. I need a coach, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Ça te prend de te connaître, ça te prend d'accepter ce avec quoi est-ce que tu vas jouer pour trouver des solutions au final. La dernière question qu'on a est dirigée vers toi, Daniel. Donc, petite question pour Daniel Jocelyne. J'ai très envie de trouver une job en lien avec les enjeux EDI, mais comme c'est devenu très trendy, comment faire le tri entre les organisations sincères qui adressent des vrais enjeux versus ces organisations EDI washing, la première fois que j'entends ça, qui ne se soucient que de leur image de marque? Such a good question.
La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire du two-way interviewing, en fait. Et dans ton entrevue, en fait, parce que les entrevues, c'est des fois, on se met de la pression parce qu'on se dit, OK, we have to prove ourselves to them. I think when it comes to finding an Iradia, peut-être que you'll back that up, maybe not. Ben When oui. it comes to matching, finding an organization whose values match your own, you're also interviewing them. C'est leur demander c'est quoi leur quota, est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement en poste qui travaille envers ces gens-là. La plupart du temps, les organisations qui n'ont personne and they're just hiring one person to start, ça va être chaud. Savoir que ça va être chaud, c'est la première chose. Est-ce qu'ils ont un budget? Est-ce qu'ils ont des ressources à ta disposition? Est-ce que tu vas avoir une équipe ou est-ce que ça va être juste toi? Est-ce que ça va être EDI strictement ou est-ce que ça va être RH, EDI? Parce que c'est deux professions complètement différentes. Est-ce que tu es la seule personne de couleur sur l'équipe? Si oui, that's going to fall on your shoulders. C'est vraiment savoir comment mutually interview the organization to see how committed and real they are. Et autant pour nous-mêmes, à New Room, on a commencé à interviewer nos clients parce qu'on trouvait qu'il y a des clients qui voulaient juste faire le typical, unconscious bias training avec nous et après, c'est tout, basta. Et ça ne fonctionnait pas du tout pour nous, especially for me. And now we have two-way interviewings. We have a whole assessment form. And if they haven't passed a certain score on our assessment score, then on our assessment board, we don't work with them. So that's my tip. Interview two-way. Et si tu es la seule personne de couleur, know that it's going to be extra emotional labor. Get paid for that emotional labor. Add a little, 5% emotional labor bonus of negotiation because it's hard work. Peut-être que je pourrais ajouter aussi, dans l'entretien, tu peux aussi aller parler avec les personnes qui travaillent déjà dans l'organisation, peut-être tu auras plus de transparence, parce que même dans l'entretien avec les gens de RH, ils vont mettre le poker face, ils ont des réponses qui sont politiques, ils préparent déjà leurs réponses. Moi, je dis que c'est jamais possible de vraiment savoir exactement qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire juste avec l'entretien, il faut vraiment être dans l'organisation. C'est pour ça que si tu arrives à reach out à des personnes qui travaillent dans l'organisation, à les sympathiser un peu avec eux. Tu leur demandes simplement que j'aimerais savoir beaucoup plus sur la culture de cette entreprise. Est-ce que tu es prêt à me répondre juste en 5 minutes à quelques-unes de mes questions? Je pense que plein de monde seront là. Puis, dans cette petit entretien avec les gens qui travaillent dans cette comme organisation, tu vas placer indirectement toutes tes questions. C'est la meilleure façon pour moi. That's a good one. Amazing. Sur ces bons mots. Merci beaucoup, mesdames, pour cette conversation. Merci d'avoir partagé avec nous vos tips and tricks sur comment mieux identifier ce que c'est que le succès, comment se sentir à l'aise dans ses baskets lorsqu'on est en entrevue, lorsqu'on a envie de faire valoir ce qui nous est dû sur ce marché du travail. Merci Daniel, merci Radia. Et puis, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous aimeriez partager aux participantes. Sinon, on va passer au petit outro de cet événement, vu que vous êtes la conférence qui allait conclure au final tout cet événement. Moi, en tout cas, je dis... Oh, c'est la... Depuis tout à l'heure, Daniel, tu me dis « Go ahead, go ahead. » Non, it's my time. Un mot de fin, je te remercie, Jamila et ton organisation pour l'invitation. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis ça m'a fait trop plaisir de faire connaissance de cette organisation qui est magnifique. J'aime bien votre mission. Puis pour toutes les participantes, j'aimerais leur dire que il faut continuer à croire en soi. Vraiment, je vais avoir un discours super gnangnan, super cheesy. Croyez en vous. Moi, si je rejoins un petit peu, si j'ai un conseil à vous donner qui rejoint un petit peu ce que je fais, c'est-à-dire dans le travail de son image professionnelle, marketing de soi, n'ayez pas peur de vous vendre. Parce que c'est ce que je vois, et je vois que la plupart ici, c'est des femmes. Donc, si j'ai un conseil ou bien un mot de fin à dire, n'ayez pas peur de vous vendre. Vendez-vous comme des reines et c'est tout. Et puis, bon courage à tout le monde. J'espère que vous avez aimé cet échange et ça a été utile pour vous. Et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup, Radia. Et toi, Daniel? Mot de fin, tout d'abord, merci à l'équipe Sayaspora. Franchement, pour cette journée, je vous devais être tellement épuisée. Je sais ce que ça prend de mettre un événement.
and it is not easy work. So Right. I beg, please rest. Rest. We're gonna try. You guys did amazing, and thank you for creating spaces for women of color to have these conversations. Merci. Mot de fin après pour les participantes. I think true to me, ça serait toujours de know the balance between what weight you put on yourself versus what weight you put on the system. Make ourselves feel a little bit lighter as we navigate this world, and knowing that it's not for us to fix everything. It's not for us to take on the weight of all of these issues, and to rest and to sleep and to nap and to enjoy life. N'est-ce pas? Thank you so much, mesdames. Merci, Jamila. Merci, Sodia Eki. Whew, what an amazing afternoon. I don't know about you, but I've learned a lot, vraiment, pour le coup. J'ai pris des notes, je sais pas si pendant l'ensemble des conférences depuis ce matin, littéralement, j'ai appris énormément. Ceci marque la fin de l'événement Making Your Way Up, the event, l'événement. Nous tenons à remercier Patrimoine Canadien de nous avoir permis de réaliser cet événement. Merci également à toutes les panélistes aujourd'hui depuis midi jusqu'à ce soir au final 17h39 pour le coup. Merci énormément à toute l'équipe de Diaspora en backstage. Sans vous, vraiment, cet événement n'aurait clairement pas été possible. Et finalement, merci à vous, chères participantes, parce que cet événement a été pensé pour vous. Et c'est important de vous remercier d'avoir pris du temps dans votre journée, dans votre agenda pour être présente pour vous, pour le développement de votre carrière et vos développements personnels également. Because today we literally made our way up together. Pour ma part, je me sens inspirée. Donc, dans les commentaires, on va vous partager un petit sondage. S'il vous plaît, remplissez-le parce que ça va nous permettre en fait de pouvoir continuer à vous proposer des initiatives de la sorte. On veut vous entendre, on veut savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, on veut entendre vos suggestions, vos commentaires. Donc vraiment, c'est l'espace pour le faire. Merci encore et n'hésitez pas à nous taguer sur les médias sociaux aussi. Donc Diaspora, tout ça, on veut vous voir, parce qu'on était en ligne toute la journée. On veut voir à quoi est-ce que vous ressemblez, on veut voir ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris. Donc partagez tout ça avec nous. Merci encore et excellente journée/soirée à toutes.